Premièrement, Dieudonné me demande de parler de mon expérience sur la transformation. Je me demande si j'en ai. Je crois quand même que j'ai encore beaucoup à acquérir. Vous en jugerez. Dieudonné a dit, ou a laissé dire un peu dans son intervention, deuxième étape de son piège, que le DGA n'était pas souvent très utile. Me voilà condamné à passer un entretien avec vous et à prouver que je suis un tout petit peu utile. Et troisième niveau de piège, plus compliqué, pour le rendre plus compliqué, Dieudonné a fait une masterclass avant que je ne parle. Comment on fait maintenant quand on est dans une situation comme celle-ci pour s'en sortir? Alors, il m'a été demandé de parler avec vous de ma petite expérience en matière de transformation. Je suis aujourd'hui directeur général adjoint de NCA Vie et NCA Assurance. Avant ça, j'ai été pendant quelques temps, même un peu, directeur général de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur. Et sans compte, c'est peut-être à l'occasion de la préparation de l'exercice que j'ai réalisé que tout mon c'était finalement un parcours de transformation. Finalement, ma propre transformation. Parce que vous m'aurez dit il y a quelques années que je fais un témoignage de transformation, que j'aurais dit probablement pas. Un acteur qui a été transformé. Bon, il va falloir transformer les micros en premier. C'est ça. Mais aussi les organisations. Aujourd'hui, je me considère absolument ou en premier comme un game changer. Si vous avez une organisation que vous croyez OK, où vous êtes satisfait, tout vous convient, c'est sûr que je ne suis pas la personne qu'il faut appeler. Si vous voulez que les choses bougent, qu'elles changent, il y a des chances que ça me tombe dessus. Comme ça, souvent et toujours été le cas. Je vais vous parler de 2 expériences ou 3, si on a le temps, de transformation que j'ai eu la chance ou la malchance, c'est selon, de conduire. La première, c'est au tout début de ma carrière. Je suis recruté à la compagnie française pour le commerce extérieur. Je me souviens encore de cet entretien avec le directeur général de cette époque. Moi, je m'étais présenté parce que c'était un beau nom ronflant. Et donc, je me voyais faire une super belle carrière, tranquille, un cadre qui gagnerait un beau salaire dès le départ, qui aurait des voyages, la considération sociale et tout le reste. Et il me dit, si c'est comme ça que l'entreprise que je m'apprête à prendre, il est temps quand même qu'il prenne quelque chose. C'est un très grand nom, et c'est pour ça que je suis là. Mais la réalité, c'est qu'au Cameroun et dans l'environnement d'Afrique de l'Ouest et centrale, pour lui, c'est une PME. Peut-être même une TPE. Et c'est parce que c'est une TPE ou une PME qu'il a besoin de moi pour qu'elle prenne sa place sur la carte du groupe. Et pourquoi c'était une TPE ? C'était une TPE parce qu'à cette époque, par le chiffre d'affaires, par le nombre d'employés, par le type d'interaction, le nom était sûrement plus grand que l'organisation qui y était. Et donc, ce monsieur s'était donné le défi, quand il disait qu'il mettrait ce nom sur la carte de son groupe, il s'était donné le défi de créer un business model. Il rêvait sûrement. Il avait décidé de proposer des solutions, des produits qui n'avaient aucune expérience, aucun vécu dans cet environnement, avec un personnel qui n'y était absolument pas préparé. Des gens qui avaient été recrutés pour simplement faire d'autres choses que ce qui était dans la tête du dirigeant. Et donc j'ai l'impression qu'après cet entretien, nous étions 2 à savoir où il voulait aller. Et nous n'étions que 2. Il fallait embarquer les autres, il fallait les amener à travailler différemment, les amener à travailler, à avoir d'autres objectifs que ceux pour lesquels ils avaient travaillé. Déplacer leur motivation,
déplacer leurs croyances, on a parlé de croyances, les sortir d'une zone dans laquelle ils s'étaient jusque-là épanouis, leur vendre une promesse, un avenir qu'ils pouvaient percevoir incertain, le troquer contre un confort relatif qu'ils avaient jusque-là. Ça a pris un certain temps et je peux vous dire que ce n'était pas simple. Surtout, moi j'étais à cette époque le plus jeune dans l'entreprise, je faisais mes débuts, je devais aller vers des gens qui avaient 10-15 ans d'activité dans cette entreprise ou même sur plus d'une entreprise et leur expliquer que ce qu'on avait fait jusque-là n'était pas optimal, qu'il fallait faire les choses autrement. Mais ça, c'est la première étape. Créer des produits, vendre, entre guillemets, ces produits en interne, en expliquant aux uns et aux autres que ça va être désormais la vie de l'entreprise. Mais le tout sans avoir rien prouvé. Sans avoir prouvé que c'est la bonne manière de faire. Donc, il y a eu toute une activité d'évangélisation, mais surtout, comme ce dirigeant avait la bonne idée de penser à cette époque, il fallait être légitime. Et légitime, c'était prouver aux uns et aux autres que nous avons raison, en produisant des résultats. Naturellement, nouveaux produits, nouveaux marchés, nouveaux clients, ça a impliqué très vite changement d'organigramme, enfin nouvel organigramme, parce que l'organigramme jusque-là était conçu pour gérer 2-3 activités assez simples. Ça a signifié des mouvements dans l'organigramme, des personnes qui, du fait de, l'entreprise fonctionnait jusque-là un peu comme un cabinet. Donc des gens qui considéraient que c'était leur ancienneté, encore qu'ils avaient été performants en tant qu'anciens, qui leur conféraient des droits dans l'organigramme. Mais on était passé à un modèle où désormais ce n'était plus ce qui était important. Ce qui était important, c'était la capacité à relever les défis immédiats et futurs que les uns et les autres ne percevaient pas nécessairement. La particularité avec une multinationale, c'est quoi? C'est peut-être que des entreprises locales ou familiales, elles peuvent avoir le temps de la transformation. Mais une multinationale, il n'y a pas de temps. Il n'y a vraiment pas de temps. Généralement, la transformation, même si vous avez participé à sa conception, vous n'êtes qu'un élément dans sa conception. Et à partir du moment où c'est décidé de la mettre en œuvre, puisqu'il y a une obligation très importante de compte rendu, il y a un certain rythme qu'il faut donner. Il faut quasiment toutes les semaines réaliser quelque chose. Et vous êtes donc sous la pression de ce que vous devez efficacement et effectivement embarquer tout le monde autour de vous, mais vous devez réaliser la transformation. Donc, c'est un défi très important dont il faut avoir conscience dans une organisation comme celle-là, une multinationale. Le temps est un facteur important. Vous ne l'avez pas. Et il faut être capable de transformer avec très peu de temps, ce qui est une réalité certainement différente dans les autres types d'organisations. La deuxième expérience de transformation, qui, en mon sens, est la plus complète, et si le temps me permet, je vais en parler plus longuement. Alors, on a plus ou moins bien réalisé avec le dirigeant de cette époque son défi, qui était de faire de cette entreprise un acteur local, générer de l'activité, avoir pignon sur rue. On l'a véritablement réalisé, de sorte que l'entreprise est devenue notoire, reconnue. Et il s'est peut-être passé après ceci ce qui peut se passer comme rétribution pour les personnes qui ont conduit efficacement un tel projet. Ce monsieur est devenu directeur d'une autre filiale plus importante et je l'ai remplacé pour conduire là quelque chose de plus complexe. Alors, à cette époque, cette entreprise était présente dans, je crois, 89 pays, avec des dispositifs de présence variés d'un pays à l'autre. Dans la zone dont j'avais la responsabilité, qui va du Gabon au Sénégal, vous aviez des pays où il y avait 2 collaborateurs,
des pays où il y en avait 14, 20, je crois dans le cas du Cameroun, nous étions à peu près une vingtaine. Vous vous souvenez qu'il y a eu le premier défi, qui était de créer des marchés locaux. Ce défi s'est posé à l'ensemble de ces pays, avec des résultats assez variés. Tout le monde n'a pas réalisé le défi, et ça peut se comprendre, les marchés n'étaient pas similaires, ils n'étaient pas pareils. Les opportunités n'existaient pas partout de manière, on va dire, identique. Et donc, confronté à la grave crise financière qu'il y a eu il y a quelques années, notre groupe, qui est un groupe financier, décide de se consolider. Il ne peut plus être présent dans tous les pays. Il y a en plus de cela la réalité des risques qui, en Europe, qui était notre point d'inspiration, est bien plus forte là-bas qu'ici. Mais quand on contrôle une entreprise européenne, on ne la contrôle pas, et quand elle est multinationale, on ne la contrôle pas que là-bas. Ceux qui sont, je ne sais pas s'il y a des gens de Société Générale, de Total ou Orange ici, ils le comprennent aisément. C'est qu'on va contrôler les filiales ou les succursales africaines sur les mêmes critères que le siège ou que les filiales occidentales. Et comme les contrôleurs, les auditeurs sont un peu vicieux, ils s'attendent à ce que les filiales africaines soient les plus vulnérables, que ce soit dans ces environnements, que les choses n'aient pas été faites de manière parfaite. Et c'est d'ailleurs souvent vrai. Vous vous doutez bien que dans un pays comme le Burkina Faso, qui n'a pas les mêmes infrastructures que le Maroc, le Cameroun ou la France, on n'a pas nécessairement déployé les mêmes solutions, le même dispositif, les mêmes compétences. Et donc, nous sommes devenus quelque part le cheval de Troie du groupe auquel nous appartenions. Il a fallu, en maintenant l'ambition d'être important du point de vue du chiffre d'affaires, il a fallu décider de se départir de certains pays. Et donc, mettre en place un plan social, convaincre le personnel, convaincre les clients de chacun de ces pays qu'on allait fermer les entreprises dans ces pays-là, mais pas quitter le pays. Remettre en place un organigramme, convaincre ceux qui restaient de ce qu'ils resteraient. Parce que l'histoire, et Dieudonné en a un peu parlé quand il a parlé de plan social, l'histoire, elle se passait comment? Tout était dans la tête du dirigeant qui devait communiquer, mais ne pas trop en dire. Parce que trop en dire faisait quand même que premièrement, les informations pouvaient aller plus vite qu'il ne faut, et donc rendre la mise en œuvre compliquée. Et d'autre part, vous créiez sans le vouloir un climat de psychose. C'est-à-dire que quand je suis allé par exemple au Gabon, dire aux Gabonais, bon, je suis venu vous dire qu'on ne va plus rester, et ainsi de suite. Si vous allez la semaine d'après en Côte d'Ivoire, pour d'autres raisons, tous les Ivoiriens se disent, c'est notre tour. Si vous passez par le Burkina après, pour dire, là je suis venu dire que c'est fermé, les Ivoiriens se disent, bon, c'est pas parce qu'il ne nous a pas dit ça qu'il ne reviendra pas nous fermer. C'est sûr que le plan n'est pas encore mûr en ce qui nous concerne. Et vous devez, dans ces conditions, pour des ressources que vous avez recrutées, que vous avez formées, que vous avez même quelque part formatées, vous assurer qu'elles restent loyales, qu'elles restent actives, parce que vous avez quand même des résultats à produire. Il y a quelques anecdotes que je peux partager avec vous, au moins une, dans cet exercice. Alors, j'avais un DRH, une Belge, basée en Italie, qui était censée conduire l'exercice avec moi, en termes d'accompagnement. Et donc, elle venait de temps en temps en Afrique. Quand on devait parler aux collaborateurs, nous étions censés faire la causerie ensemble. Alors, on s'est retrouvés à Dakar, pas pour parler aux Sénégalais, on fermait par le Sénégal, pour parler aux Ghanéens. Alors, pourquoi on est à Dakar? Parce que la dame me dit, elle ne sent pas trop le Ghana. Peut-être qu'on va au Ghana dire aux Ghanéens qu'on est venu fermer leur pays, il peut nous arriver quelque chose. Ah, moi je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui peut bien nous arriver au Ghana?
Et donc, il fallait persuader nos collègues ghanéens d'aller au Sénégal. Ce qu'ils ont fait, enfin ce que j'ai fait, je ne sais pas quel tour de magie j'utilisais à l'époque. Ils sont arrivés à Dakar très contents. Pour quelques-uns, c'était la première fois qu'ils prenaient l'avion. Donc ils ont cru qu'on leur avait offert un voyage, qu'on était reconnaissant, que l'entreprise était très contente. Ils ne s'attendaient certainement pas aux mauvaises nouvelles. On les a bichonnés pendant 2 jours. Et donc elle me dit finalement, est-ce que ce serait évident de leur parler? Là, ils sont très heureux, très contents. Je lui dis, on a un travail à faire, on doit le faire. D'ailleurs, invitons-les à déjeuner. On les a invités à déjeuner dans notre hôtel qui était naturellement un peu plus agréable que le leur. Ils ont bu, ils étaient contents. Et là, elle me prend le bras et me dit, là, c'est compliqué. On ne peut plus faire ce travail. Comment on va faire pour briser le cœur de ces jeunes? On est reparti au bureau. Bon, elle ne pouvait pas le faire. Vraiment, elle ne pouvait pas. Et bon, à la fin, c'est moi qui rends compte. Donc, j'ai sauté à l'eau. Je leur ai vendu l'idée que c'était bien. C'était très bien qu'on ferme le Ghana. Ils ont acheté. Ils m'ont dit merci. Mais je vous promets, ils m'ont dit merci. Ils étaient heureux. Et comme elle était quand même un peu vicieuse, il y avait la dernière étape où il fallait repartir avec eux au Ghana. Elle n'est pas partie. Donc moi, je suis reparti avec eux au Ghana pour mettre en œuvre ce qu'on avait annoncé. Mais ça s'est bien passé. Globalement, on a fermé, je ne dis pas que j'en suis fier, hein, on a fermé 7 pays sur 12 et il n'y a pas eu un seul incident. Voilà. La transformation, qu'est-ce que je peux dire après avoir raconté ce bout d'histoire? Et peut-être qu'on développera un peu plus par vos questions. Ce n'est pas une option. Je pense que quand on est dirigeant, et la transformation, ce n'est pas seulement faire des plans sociaux, c'est aussi et surtout développer des entreprises, créer des opportunités, donner aux gens de la perspective, leur démontrer que cette perspective est palpable, est réelle, se concrétise. Mais chaque dirigeant, en mon sens, doit considérer que transformer une entreprise, c'est son seul métier. C'est son seul métier. Faire autre chose et considérer qu'en tant que dirigeant, son travail, c'est de venir au bureau, de traiter les salaires, de faire je ne sais trop quoi d'autre. Pour moi, ça, c'est du travail de concierge. C'est du travail d'intendant. Et je ne pense pas qu'un dirigeant d'entreprise est un intendant. Son rôle, c'est chaque jour de rendre son entreprise plus performante, de la préparer aux défis futurs. Et aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où on ne choisit pas ces défis, ils s'imposent à nous. C'est la concurrence, c'est la technologie, ce sont les clients, c'est la régulation qui tous les jours évolue et ne décide pas d'attendre votre avis, que vous soyez prêt ou non, pour vous imposer ces contraintes. En tant que dirigeant, vous devez être peut-être même en avance sur ces défis, de sorte que ce soit vous qui imposiez à vos concurrents le rythme de la transformation. Et pour ça, le dirigeant doit lui-même considérer qu'il doit se transformer. Il doit se transformer pour être capable de transformer son organisation. Parce que s'il est identique mardi à ce qu'il était lundi, il n'apporte pas plus que ce qu'il avait apporté lundi à ses collaborateurs, à son organisation. Et naturellement, à la fin, quand il se fait remplacer par quelqu'un qui transforme mieux, il trouve qu'on n'est pas reconnaissant. Mais ce qui ne correspondait plus juste simplement aux enjeux de l'instant. Voilà le petit partage que je voulais faire avec vous ce matin. Merci.